Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette webconférence de rentrée. Aujourd'hui, le sujet qui nous réunit, c'est le suivi in situ des dispositifs d'ANC. J'ai le plaisir d'accueillir Éloi Water et la communauté de communes de Montabresse. Pardon ? Montrevel-en-Bresse. Montrevel-en-Bresse, pardon. Donc Éloi Water a engagé en 2013 une démarche de suivi in situ de ces dispositifs. Anthony Borel, qui est expert technique et réglementaire, va revenir sur cette démarche. Et puis, dans un deuxième temps, nous aurons donc le témoignage de Sébastien Baracan, qui a été en fait, le SPANC a été pilote dans la mise en œuvre de la démarche lancée par Éloi Water. Avant de leur laisser la parole, je vais vous repréciser quelques aspects techniques. Vous aurez la possibilité pendant toute la session de poser vos questions, de réagir aux propos qui seront tenus grâce à un module de questions qui apparaît en bas à gauche de votre écran, le module QR. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Par ailleurs, voilà, vous précisez que le support de cette présentation ainsi que l'enregistrement vidéo seront disponibles la semaine prochaine sur le site du réseau O. Et puis, vous avez dû le voir sur la page d'accueil. Vous avez également à votre disposition la liste des inscrits pour cette webconférence. J'en ai fini pour les précisions techniques. Je vais tout de suite passer la parole à Anthony Borel pour cette présentation. Merci. Bien, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette conférence. Donc, je me présente, Anthony Borel. Donc, j'appartiens à la société Éloi Water. J'ai en charge des missions d'expertise technique et réglementaire. Et j'ai été sollicité aujourd'hui pour vous présenter la démarche de suivi in situ que l'on a mis en place sur un de nos produits, l'Oxyfix, qui est une culture fixée, immergée, aérée. Donc, comme cela vous a été présenté, cette conférence va se décomposer en 3 temps. Un premier temps où je vous présenterai la démarche dans sa globalité, dans quel contexte elle a été mise en place, quels sont ses objectifs, les acteurs qui y gravitent, un focus un peu plus pratique, le déroulement type d'une journée, les modalités administratives. Je ferai également un point sur les résultats, mais ces résultats se verront modestes et je pense qu'il faut les prendre avec précaution, dans le sens où la démarche est relativement jeune. Et puis je finirai mon intervention avec les perspectives, les ambitions que l'on se fixe à travers cette démarche du suivi in situ. Dans un second temps, donc, vous aurez une présentation donc, de Monsieur Baracan, qui est le responsable SPANC d'une collectivité dans l'Ain. On a souhaité associer un témoignage d'un SPANC qui a accueilli le suivi in situ pilote de l'Ain. Et celui-ci nous présentera qu'est-ce qu'il a séduit dans cette démarche, quelle a été son application et quelles sont les attentes. Alors, la démarche donc du suivi in situ, tout d'abord, in situ, c'est un terme que l'on entend beaucoup parler d'actualité, peut-être même à la mode, donc du latin in situ qui signifie sur site, sur place. On a souhaité au Water mettre en place une démarche scientifique, mais aussi d'un côté pratique, visant en fait à mieux comprendre le fonctionnement d'une installation en service auprès d'usagers, qui vont générer certes tous des eaux usées domestiques, mais à des volumes différents et surtout à des horaires non maîtrisés. Donc c'est une mission que l'on avait commencé avant 2013, de suite après l'arrivée des agréments, mais une mission qui était facultative. On réalisait ces suivis in situ plus sur une demande précise d'un SPANC ou d'un département, avec pour ambition de rassurer. Et donc on obtenait des résultats, des performances sur un Oxyfix situé localement. Et puis, depuis le 1er janvier 2013, on a souhaité étendre cette mission à l'ensemble des départements de France pour obtenir une couverture homogène. L'objectif est donc non plus d'avoir un suivi local, mais une somme de suivi en vue de compiler ces données. Alors, pourquoi on a souhaité mettre en place cette démarche de suivi in situ ? Tout d'abord, le contexte. Si on revient quelques années auparavant, on est en 2010, les premiers agréments donc voient le jour. C'est une révolution en termes de technique, puisque jusqu'à présent, on a 4 à 5 possibilités réglementaires, et on va très rapidement passer à une somme
de procédés réglementaires. Je crois qu'aujourd'hui, de mémoire, 53 fabricants, 306, 307 agréments. Donc Oxyfix 90 a un agrément, mais malgré ce précieux sésame, on observe en tout cas des questions sur le terrain qui n'ont pas forcément de réponse. Alors, pourquoi mettre en place le suivi in situ? Il y a plusieurs raisons. La première, d'un point de vue performance, la procédure d'agrément aujourd'hui évalue des performances produits sur une plateforme en fait expérimentale, et donc on est en droit de se poser des questions. Quelle est la réponse terrain que peut offrir un produit évalué sur une plateforme? Une des deuxièmes questions qu'on a été amené aussi à se poser, c'est par rapport à la représentativité des tests. La procédure d'agrément donc est basée sur un seul produit, mais qu'en est-il du reste des produits fabriqués ou assemblés? Une deuxième raison qui nous a poussé nous a aidé à réfléchir dans la mise en place du suivi in situ, c'est par rapport à l'entretien. L'entretien, on sait qu'aujourd'hui c'est un élément clé dans le choix du dispositif, mais aussi dans sa vie. Et la procédure d'agrément apporte très peu de réponses sur l'entretien. On a des estimations d'une fréquence de vidange, le plus souvent exprimée en mois, pour les plus chanceux en années, mais rien de concret. Idem pour les coûts d'exploitation, ce sont des chiffres qui ont été mis de manière approximative. Donc, le suivi in situ pourra nous apporter des éléments beaucoup plus précis. Et puis, le dernier point, la mise en place donc, de ce suivi, par rapport au nombre de produits agréés qui est en continuelle augmentation, on observait une question, du moins une question qui revenait souvent, comment peuvent faire les usagers et les SPAN pour analyser les performances de cette multitude de produits, tous agréés sous un même protocole. Alors, quels sont les objectifs du suivi in situ? Ils sont assez simples. La première chose, c'est d'abord évaluer le fonctionnement et le coût d'exploitation d'un Oxyfix, d'une installation standard à usage familial. Quand on dit standard, une installation pour une maison de 4 pièces, 5 pièces ou 6 pièces principales. On aurait pu suivre les systèmes de 11 équivalents habitants, mais on a préféré, dans un premier temps, rester sur la maison, je dirais, de Monsieur Tout-le-Monde. Ensuite, le deuxième objectif de ces visites, le suivi in situ étant une visite terrain, on profite de la présence de nombreux acteurs de l'ANC pour prodiguer des conseils et montrer les points de vigilance, notamment au service de contrôle, contrôles qui peuvent être faits à la réalisation, mais également des contrôles lors des visites de bon fonctionnement. Et puis le troisième objectif, c'est tout simplement d'apporter des garanties sur le fonctionnement, certes à l'instant T, mais également sur la pérennité. Pérennité notamment qui est intéressante dans le sens où lorsque vous avez des programmes de réhabilitation avec des financements publics, on peut tout à fait entendre que les partenaires financiers ont besoin de garanties de pérennité pour pouvoir, je dirais, mettre de l'argent public de manière sereine. Les acteurs qui participent à cette démarche de suivi in situ, ils sont au nombre de 3, parfois un quatrième. 3 acteurs qui sont l'usager, celui qui va générer les eaux usées. Ce n'est pas forcément le propriétaire de l'installation, ça peut être tout à fait un locataire. On a le SPANC, qui va donc être en lien direct avec l'usager et qui contrôle cette installation, et le fabricant, donc, qui garantit les performances du produit. Je vous parlais d'un quatrième acteur. Parfois, on peut avoir le conseil général, donc notamment lorsqu'ils sont dotés d'un service d'assistance technique. Et ce conseil général a un rôle, je dirais, de relais, notamment vis-à-vis des SPAN, lorsque l'on est dans une phase de démarrage à la recherche donc d'usagers ou du SPAN candidat. Alors. Donc le suivi in situ, en quelques mots, on peut le résumer de cette façon-là au 15 septembre. On a aujourd'hui 12 départements pilotes où une installation est suivie régulièrement. Les installations qui varient en termes d'âge de 2 mois à 42 mois pour la plus ancienne. Et pour l'année 2014, c'est un peu moins de 150 techniciens, ingénieurs, majoritairement des SPANC, qui ont participé à ces journées d'échange technique. D'un point de vue cartographie,
vous avez ici donc la couverture du suivi in situ. Donc, en bleu ciel, vous avez les 12 départements qui ont aujourd'hui une installation pilote et qui ont déjà reçu à minima une visite. Alors, je ne vais pas tous les citer. Vous avez l'Aisne, l'Oise, les Côtes-d'Armor, sur lesquelles on a effectué une visite il y a de ça 2 jours, le Jura, la Haute-Saône, le Cher, l'Ain, ça me fait réviser en même temps ma géographie, l'Aveyron, l'Ardèche, je crois que la Dordogne, la Moselle, j'espère que j'en ai pas oublié, j'ai voulu me lancer dans cet exercice-là. Voilà, donc on a 12 départements. Les départements en bleu foncé sont des départements où la première visite est imminente, dans le sens où les 2 acteurs ont été identifiés, la convention signée ou en cours de signature, et ce sont des visites qui vont avoir lieu avant la fin de cette année-ci. Quant au 3e code couleur, donc en gris foncé, ce sont les départements où un des 2 acteurs a été identifié. Le plus souvent, c'est le SPANC. Maintenant, reste à trouver l'usager, donc qui est volontaire dans cette démarche et surtout qui rentre dans les critères de suivi que je vous présenterai par la suite. Modalité administrative. On a souhaité apporter un cadrage à cette démarche de suivi, donc un cadrage juridique, un cadrage scientifique technique et un cadrage administratif. Pour le cadrage juridique, on a fait appel à une convention juridique tripartite entre l'usager, le SPANC et le fabricant. Sans rentrer en détail dans cette convention, elle était indispensable lorsque l'on fait du suivi sur une propriété privée. Le droit à la propriété en France est quelque chose de sacré. Et puis, elle a vocation de rappeler les objectifs et de protéger les 3 parties. Protéger les 3 parties dans le sens où, vis-à-vis du SPANC, elle mentionne de manière très claire que le suivi in situ ne se substitue pas à la mission de contrôle obligatoire et par conséquent qu'un usager ne peut pas refuser un contrôle du SPANC sous raison que son installation a été visitée 2 mois, 1 mois auparavant dans le cadre du suivi in situ. Elle protège également le particulier puisque sur ces visites, on est en moyenne 13 à 14 personnes et donc on n'est pas à l'abri d'un accident, d'une détérioration de matériel ou d'autres choses. Et puis, elle va protéger l'industriel par rapport à l'exploitation et à la diffusion des résultats. Le cadrage scientifique, technique, donc protocole expérimental, donc son but est de définir toutes les étapes pour réaliser des investigations de terrain, comment sont effectués les prélèvements, comment sont effectuées les mesures, est-ce que l'on fait appel à des laboratoires dits COFRAC ou pas. Donc voilà, c'est un petit peu la notice explicative du déroulement, du bon déroulement de nos suivis in situ. Et puis, 3e document, la fiche descriptive, qui est un petit peu la carte d'identité de l'installation, mais aussi du mode de vie des gens. Cette fiche descriptive va notamment nous renseigner sur le nombre de personnes au foyer, l'évolution de la situation familiale, donc elle est mise à jour chaque année lors de la visite. Je vous donne un exemple, 2 personnes donc, qui étaient actives, une des 2 personnes est retraitée, elle risque d'être plus souvent à la maison. Ou un autre exemple, 3 enfants, un des enfants est parti en internat. Voilà, donc on prend en compte tous ces éléments-là pour essayer d'avoir une bonne vision du mode de vie des gens. Le déroulement de ces visites. Donc, on est sur une base d'une demi-journée. Les participants, je vous l'indiquais tout à l'heure, sont plutôt des opérateurs techniques. On peut avoir des élus, mais majoritairement, on a des personnes issues de SPANC, techniciens responsables, quelques bureaux d'études, conseil général, parfois agence de l'eau. Au niveau organisation, la demi-journée est animée donc, par Eloi Water. En termes de logistique, le SPANC local accueille les participants, met à disposition une salle de réunion dans les locaux de sa collectivité. Ce déroulement a lieu en 3 temps. Un premier temps plutôt théorique où l'on va rappeler les objectifs du suivi in situ. On va aussi rappeler les règles de civisme lorsqu'on se déplace chez cet usager. On va présenter soit la première année rapidement le fonctionnement d'un oxyfixe théorique ou alors présenter les résultats de l'année précédente puisqu'on a des SPANC ou du moins des participants qui prennent le suivi in situ en cours.
Un deuxième temps pratique, donc, où on va réaliser nos investigations de terrain, je les détaillerai juste après. Et puis un troisième temps, retour en salle, où on va échanger. Ce temps est aussi consacré aux premières observations, aux premières analyses, et puis s'assurer que cette visite a été conforme aux attentes des participants. Les investigations de terrain, donc, elles se veulent très simples. Là encore, je tiens à le préciser, on n'est pas un organisme scientifique, on n'a pas la prétention d'être aussi professionnel qu'IRSTEA, Aix-CEMAGREF ou d'autres organismes. Donc, on va faire des choses simples, mais de manière homogène, c'est-à-dire que toutes les personnes qui participeront au suivi in situ chez Eloa vont appliquer la même méthodologie, vont utiliser le même matériel. Donc, quelles sont ces mesures? Alors, au niveau du décanteur, bien entendu, une mesure de la hauteur de bout, je vous le disais, toujours au même endroit, avec le même matériel. On va également mesurer la hauteur du chapeau, on va également contrôler le débit de la recirculation. Au niveau du réacteur biologique, on va évaluer les paramètres d'ensemencement, notamment par rapport à la couleur du biofilm. On va contrôler la répartition donc, de l'oxygène via un visuel sur la finesse des bulles. Et on va aussi faire une mesure d'oxygène dissous. Lorsque l'on est donc sur ce terrain, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit ou pas faire un prélèvement, un échantillonnage? C'est vrai que ça aurait pu être dommage d'être présent le jour J et de ne pas faire un prélèvement. Pourquoi on s'est posé la question? Puisqu'on n'a pas souhaité aller sur du prélèvement 24 heures, donc c'est un prélèvement ponctuel. Ça vaut ce que ça vaut, on est d'accord, mais ça nous donne quand même une idée du jour J à l'instant T, quelle était la qualité des fleurs rejetées. Donc sur ces paramètres, c'est du classique, hein, la DBO5, DCO, matière en suspension, pH, température, nitrate, nitrite et le phosphore. Un dernier point, une dernière investigation de terrain, donc qui est plutôt extérieure à la microstation, le surpresseur. Donc la première année sur ce surpresseur, on va placer un consomètre qui va nous permettre d'avoir un relevé de la consommation électrique. Et puis on va vérifier quelques pièces d'usure de ce surpresseur, notamment l'encrassement du filtre à air. Un point sur les résultats. Donc la couverture du territoire, on n'y reviendra pas puisque je vous l'ai présenté précédemment. On va vous présenter les premiers chiffres sur les hauteurs de boue et par conséquent donc les fréquences de vidange. Un point également sur la qualité du rejet et un focus sur l'exploitation. Les fréquences de vidange. Donc, on a souhaité vous présenter la station le plus souvent mise, à savoir une 5 équivalents habitants. Donc, on observe donc une accumulation, une hauteur de boue. Donc, sur le graphique du dessus, vous avez donc les hauteurs de boue, le graphique du bas, la correspondance en pourcentage du volume du décanteur. Pour rappel, sur l'Oxyfix 5 équivalents habitants, vous avez un fil d'eau d'un peu plus d'1,95 m, 1,96 m. Donc, on constate qu'au bout de 12 mois, on a une accumulation de boue de 29 cm, qui est assez importante puisque ça correspond déjà à 15% du volume. Par contre, les premiers résultats, les premières analyses nous démontrent que cette évolution, cette accumulation de boue n'est pas linéaire, n'est pas proportionnelle, puisqu'on se rend compte qu'à 24 mois, on n'a pas 2 fois 29 cm, mais on arrive à 44 cm, ce qui correspond à 23%. Et puis, les quelques résultats que l'on a pu tirer sur les installations de 36 mois, elles ne sont pas encore nombreuses, donc là encore une fois, soyons prudents, mais on arrive donc au fameux seuil des 30%, aux alentours des 30 mois, puisque 36 mois correspondant à une hauteur de boue de 68,6 cm de mémoire pour un fil d'eau d'1,96 m. Un point sur donc les paramètres physico-chimiques, notamment la demande biologique en oxygène sur 5 jours, la DBO5. Donc, qu'est-ce que l'on peut en tirer sur ce graphique-là? Déjà, on constate que à 12 mois, 24 mois et 36 mois, on est inférieur au seuil des 35 mg par litre. On s'est rendu compte qu'on avait de meilleures analyses à 2 ans qu'à 1 an. Là encore, soyons prudents, nous ne disposons pas suffisamment d'installations, je dirais d'années pour en tirer des conclusions sûres, et une remontée
sur la 3e année de la DBO5. Au niveau de demande chimique en oxygène, la DCO, là encore, même constat, donc ce qui n'est pas illogique, des valeurs inférieures au seuil des 126 mg/litre, des performances meilleures à 24 mois. Est-ce qu'on peut en conclure que l'ensemble optimal se situe plutôt après 12 mois? Là encore, c'est beaucoup trop tôt. Mais en tout cas, on sera vigilant, notamment avec dans le temps, à 24-36 mois, pour voir comment évoluent ces teneurs-là. Autre point, les matières en suspension. Donc là, les matières en suspension, on a effectivement donc les 2 premières années donc des valeurs en dessous des 30 mg/litre, et puis on voit cette valeur de 50 mg à 36 mois. Donc cette valeur-là, on l'explique parfaitement. Plusieurs raisons. Déjà, des installations de 36 mois, on n'a pas un grand échantillonnage, on n'a qu'aujourd'hui deux installations, et puis ces 50 mg, on les a expliqués par rapport à une petite faute de prélèvement. Ce qui s'est passé, donc, lorsqu'on prélevait notamment ces installations qui sont les plus vieilles, lorsque l'on mettait le bécher dans la chambre de prélèvement, on avait un remous qui nous a décollé en fait les matières en suspension le long du tuyau. Et ces matières en suspension, on les a retrouvées. Donc là encore, on préfère jouer la carte de la transparence. Vous êtes sur une journée de suivi in situ, vous avez 20 personnes autour de vous, vous avez fait une erreur au niveau du prélèvement, vous avez des matières en suspension. Maintenant, sur le suivi in situ, ça nous a aussi permis nous d'évoluer, puisqu'on a corrigé notre façon de prélever, et surtout, on a modifié légèrement cette chambre de prélèvement pour pouvoir mettre facilement une canne de prélèvement et ne plus avoir ce phénomène-là. Donc la valeur de 50 mg, on n'est pas forcément inquiet, puisqu'au fur et à mesure qu'on va compiler les données, elle descendra automatiquement. Donc un point sur l'exploitation de l'oxyfix. Donc comme je vous le disais, l'objectif est d'évaluer les coûts d'exploitation et les fréquences de remplacement des pièces d'usure. Alors malheureusement, ou je dirais plutôt heureusement, on n'a pas suffisamment de retours pour communiquer des coûts. Puisque je vous disais que la démarche est quand même assez récente et que on n'a pas eu encore à remplacer des composants, que ce soit intérieurs ou extérieurs. Comment par contre on va l'analyser? On va analyser 3 choses. La première, c'est la durée de vie des composants extérieurs à l'oxyfix, c'est-à-dire le filtre à air, les membranes du surpresseur. On va analyser aussi les composants intérieurs à la microstation. Je pense aux diffuseurs d'air, je pense aussi aux têtes d'ajutage. Et puis, un 3e point qui aura pour objectif donc un aspect plus financier, de renseigner chaque fois qu'on changera une pièce le coût de la maintenance, le coût de la main-d'œuvre, pour avoir une estimation du coût par rapport à la fréquence, ainsi que le coût des opérations de vidange. Les perspectives. Donc, je terminerai donc cette intervention par ces 4 points. Quelles sont les ambitions de la démarche du suivi in situ? Tout d'abord, c'est de maintenir cette mission et de professionnaliser la démarche, d'améliorer encore notre protocole. Pourquoi la maintenir? Puisque c'est pas sans conséquence pour aujourd'hui un industriel. Je crois que il faut être honnête. C'est beaucoup de temps, c'est des moyens humains pour l'identification des personnes volontaires. Ce sont des moyens humains pour assurer les prélèvements. Ce sont aussi des moyens humains pour faire l'interprétation des analyses, puisque les analyses sont faites par des laboratoires accrédités. Mais derrière, l'analyse doit être faite donc par notre bureau d'études, recherche et développement. Donc, non seulement on veut la maintenir, mais on a bien cette ambition d'augmenter le nombre de départements couverts pour être capable d'avoir une synthèse beaucoup plus précise. On a aussi cette volonté de mettre en place le suivi in situ sur un autre produit que commercialise la société Wawater, à savoir le filtre compact Xperco. Je pense que le suivi nous aidera beaucoup également dans le développement et dans la connaissance du produit. Et puis, on a cette ambition de vous présenter
2015-2016, les premiers retours d'une installation qui est suivie, une installation en résidence secondaire avec un protocole un petit peu plus lourd puisque l'on doit effectivement faire un ensemble d'investigations de terrain avant que les gens reviennent dans la maison, pendant leur séjour et après. Et ça, pour l'instant, il est encore trop tôt pour pouvoir vous présenter des résultats. Voilà pour ce qui est de la présentation de cette démarche d'une manière globale. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Barakan, donc qui va nous apporter son témoignage, donc qui est le SPANC du département de l'Ain, où nous avons mis en place le suivi in situ. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Sébastien Barakan, responsable SPANC à la communauté de communes de Morvel-en-Bresse, la Plaine Tonique, dans le département de l'Ain, Rhône, nord du Rhône-Alpes. C'est un territoire constitué de 14 communes avec 1700 habitants, un territoire rural, comme je le disais, et puis donc 2500 installations sur notre territoire, ce qui en fait quand même un service assez conséquent au niveau du maintien des assainissements non collectifs en conformité. La particularité de notre territoire, de notre communauté de communes, c'est une petite parenthèse, c'est qu'elle gère une base de plein air labellisée Pavillon Bleu, avec 530 emplacements de camping. Donc la surface de la structure est de 200 hectares. Donc voilà un petit peu pour situer notre collectivité. Alors, nous avons accepté le suivi in situ dans un certain contexte. Donc, lorsque M. Borel nous a contactés, nous étions en pleine réflexion justement sur les filières agréées. Par exemple, on peut expliquer qu'en 2010, une installation sur 12 en contrôle de conception, c'est-à-dire en instruction de dossier par le service du SPANC, correspondait à un système agréé. Et puis une évolution jusqu'en 2013, et même encore qui s'est vérifiée en 2014, c'est qu'une installation sur 4 environ est une installation agréée, est une installation qui nous est proposée lorsque le SPANC doit contrôler la conception du dispositif. Ensuite, les produits sont de plus en plus nombreux. Les agréments ne cessent d'apparaître et ce qui vraiment rend le travail du SPANC assez complexe. Donc chaque dispositif doit être maîtrisé par le service. Tout d'abord pour apporter le service public qui est demandé, qui est exigé, puisque la redevance de l'assainissement non collectif est clairement identifiée. Donc en retour, nous avons des missions et nous avons un rôle de service public. À titre d'exemple, le nombre de fabricants sur notre territoire depuis 2010, les premiers agréments, s'élève à 10, ce qui représente environ une vingtaine de modèles. Donc à chaque fois, à chaque apparition d'agrément, lorsque par exemple un usager nous propose l'installation d'un système, un usager, un terrassier ou un professionnel de l'installation, les seules informations qu'on possède sont celles qui sont présentes sur le guide d'installation. D'où l'intérêt aussi de pouvoir communiquer, de pouvoir s'informer, se former par un autre moyen que la consultation des sites dédiés à l'assainissement non collectif et aux filières agréées. Donc, nos motivations, on peut plutôt parler des raisons pour lesquelles nous avons accepté de participer à ce suivi. Tout d'abord, nous avons proposé à un usager des visites gratuites et surtout un suivi gratuit avec éventuellement le remplacement des pièces d'usure en contrepartie d'une gêne qui n'est pas négligeable. Donc on a dû chercher une personne compréhensive, motivée et puis qui était prête à accueillir du public sur sa propriété. Cette opération de suivi est aussi encadrée par une convention juridique
entre trois parties. Donc elle cadre correctement le rôle de chacun, les responsabilités, qui fait que on était parti tout de suite vers un suivi qui était clairement identifié par tous les participants. L'engagement du SPANC, donc effectivement, le service public du SPANC s'engage, mais son engagement est limité, bien sûr. Nous, notre intérêt aussi, c'est de rendre un service, mais que ce suivi in situ ne coûte pas d'argent à la collectivité, puisque c'est de l'argent public, encore une fois. Donc on sert simplement de relais, donc pas de contribution financière et un investissement du SPANC, on le verra plus tard, on le verra un peu plus loin dans l'explication, qui est surtout en termes de logistique, le jour de la visite notamment. Et enfin, l'équipe technique nous a en quelque sorte aussi motivés, c'est-à-dire qu'on a clairement identifié la différence entre une équipe technique et puis une équipe commerciale qui, malgré ses compétences, nous avons au moins un interlocuteur qui s'attache uniquement à la technique. L'implication du SPANC, donc c'est, comme je vous le disais, essentiellement la logistique. Alors au départ, bien sûr, on a présenté à nos élus par une note interne donc le principe du suivi in situ. La convention a été ensuite signée avec les trois parties et on a quand même demandé à ce qu'une délibération soit réalisée au sein de la collectivité pour vraiment fixer cette opération avec un contrôle de légalité en préfecture. La préparation de la journée, essentiellement, c'est là où on prend un petit peu plus de temps. On se réunit quelquefois quelques semaines auparavant avec la société Loire Water, l'équipe technique. Et on met essentiellement à disposition une salle de réunion. Et enfin, on bénéficie sur le département de l'Ain déjà d'un travail qui est très apprécié au niveau du Conseil général, qui fédère tous les SPANC du département, qui assiste, hein, c'est le service du SATA, qui assiste de manière efficace tous les SPANC. Et régulièrement, donc, le Conseil général nous apporte ce soutien-là. Donc il est en quelque sorte, c'est une action qui est cohérente avec la nôtre, hein, c'est-à-dire qu'il profite de la demi-journée du suivi in situ pour continuer cette journée par d'autres thèmes d'actualité et pour continuer à réunir les SPANC du département pour la suite de la journée. Donc c'est intéressant de quand même continuer à échanger sur d'autres thèmes que le suivi in situ pendant cette journée-là. Lorsque nous avons accepté le suivi in situ, nous avons bien sûr exprimé des attentes, alors des attentes qui sont immédiates, à court terme ou moyen terme. On espère, et là on a déjà des éléments de réponse, on en aura aussi plus tard, mais connaître réellement la fréquence de vidange et vérifier si celle-ci diffère des guides d'utilisation, qui sont, comme le disait M. Borel, très théoriques au départ, sur une plateforme bien définie dans des conditions qui ne sont pas des conditions terrain. Nous souhaitons, alors là ça sera plutôt à court ou moyen terme, mais plutôt que nous souhaiterions que ces données soient exploitées dans des documents officiels pour qu'on puisse retrouver une concordance, des discours qui concordent entre les guides d'exploitation et les responsables commerciaux et techniques. On a des documents, mais qui expriment des données et qui sont quand même encore pas proches de la réalité. On en a déjà la preuve depuis le début de l'opération du suivi. Cette démarche, on la souhaite aussi plus étendue vers d'autres industriels, vers d'autres fabricants. Donc bien sûr, tous les SPANC, y compris le nôtre, seraient sollicités. On pourrait imaginer que tous les autres SPANC, y compris nous, pourraient être sollicités dans cette même démarche, mais de la part d'autres fabricants pour pouvoir aussi continuer à se perfectionner d'une manière générale dans les filières agréées. Donc le court terme,
bien sûr enseigner au plus juste l'usager via des retours d'expérience. On doit avoir un discours qui s'appuie sur des données techniques et rester crédible et vraiment répondre aux attentes des usagers qui les usagers, lorsqu'ils investissent dans un système d'assainissement, souhaitent vraiment connaître les entretiens. De plus en plus, ils s'intéressent à ce dispositif agréé ou filière traditionnelle, puisque c'est un investissement conséquent. Enfin, les convictions personnelles, où on va les qualifier de techniciennes du SPANC, ont souhaité supprimer ou réduire des doutes ou des inquiétudes sur ces nouvelles filières qui sont parfois inconnues. Je le disais en début, uniquement 10 industriels, alors ça fait beaucoup, mais peu à la fois par rapport au nombre d'agréments qui sont délivrés. Donc ces nouvelles filières, surtout depuis 2010, nous ont vraiment porté beaucoup d'inquiétudes et nous pensons que le suivi pourrait apporter des réponses. Merci de votre attention. Merci à vous deux pour la présentation de cette démarche et pour ce témoignage. On va passer à la partie questions-réponses. Donc, je vais faire une petite réorganisation de la salle pour que les questions soient visibles par tous. Donc, je vais démarrer avec une première question de François Leland. Donc, c'est une question qui s'adresse à Anthony Borel. 12 départements suivis actifs, une seule installation pilote par département ou un ensemble d'installations par département? Alors, je vais peut-être mal poser la question, mais voilà. La question, est-ce que c'est une seule installation pilote par département ou est-ce qu'il y a un ensemble d'installations par département? Non, c'est bien une seule installation par département, puisque effectivement, c'est déjà complexe d'en trouver une. Et puis, ce que je n'ai pas précisé, donc comment est identifiée cette installation? On veut déjà une installation qui soit représentative, c'est-à-dire une habitation entre 4, 5, 6 pièces principales, ça je l'ai dit, mais avec un minimum de 2,4 personnes par foyer, puisque la moyenne nationale d'un foyer de 5 pièces principales est de 2,4 habitants. Donc on est vigilant à ce que les chiffres que l'on nous a présentés, on soit bien au-delà de ces 2,4. Faire un suivi d'une seule personne dans une maison de 5 pièces principales, ça ne serait pas forcément représentatif. Mais pour répondre à la question, c'est bien une seule installation par département. Et donc Anne Citerio, qui est... Je ne l'ai pas dans ma liste malheureusement. Donc Anne Citerio vous demande de repréciser le nombre d'installations suivies à l'échelle nationale. Donc aujourd'hui, 12 départements, 13 installations. Vous allez me dire, mais ça devrait être 12. La 13e est la résidence secondaire. Donc, et fin d'année, on aura 25 installations. Maintenant, en nombre de visites, je ne sais plus le nom, puisque certains sont à la 3e, 4e visite, d'autres à la 2e. Mais on a 13 oxyfixes pilotes. Toujours sur le nombre d'installations suivies, le nombre de départements concernés, une question d'Isabelle Belin, qui est journaliste. 12 départements aujourd'hui, une vingtaine de plus avant fin 2014 et une quinzaine en plus ensuite. Quelle est l'évolution à prévoir? Alors, l'évolution, c'est donc à court terme, au 31 décembre, on aura 25 installations pilotes, on va dire 26 même. Et l'évolution, on espère que ce genre de conférence nous aidera en tout cas dans notre démarche, puisqu'aujourd'hui le plus gros frein, la plus grosse barrière, ça a été cette convention juridique. Cette convention, elle a pu faire peur, notamment vis-à-vis de la collectivité à s'engager. Mais comme l'a évoqué M. Barakan, c'est une convention qui est passée au contrôle de légalité de la préfecture, qui n'engage en rien au niveau commercial ou autre avec un industriel. C'est vraiment un cadrage juridique. Donc il a fallu beaucoup de temps pour expliquer cette convention. Vous savez qu'ensuite cette convention, elle doit en conseil communautaire, donc prise de décision, c'est un peu long.
Je pense que l'année 2015, le nombre de départements, en tout cas je l'espère, sera encore en augmentation et la démarche devrait être simplifiée. Merci. Je me tourne désormais vers Sébastien Baracan. 2 questions lui sont posées. Alors la première, donc toujours Isabelle Bellin, journaliste, elle vous demande combien d'installations il y a au total sur votre communauté de communes et peut-être combien sont concernées par le suivi in situ aujourd'hui. Alors il y a au total, donc sur les 14 communes qui constituent la collectivité, 2500 installations et donc une seule installation dans un petit village est située sur notre territoire. D'accord. Et en prévision, est-ce qu'il y a d'autres, en ce moment, vous avez d'autres installations qui seraient prêtes à se lancer dans l'expérimentation, dans l'expérience? M. Borel peut répondre aussi, c'est que ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour, puisque, comme disait M. Borel, c'est une installation par département, ce qui veut dire que l'installation qui est située sur notre territoire représente en fait l'installation qui est élue au niveau du département de l'Aisne. D'accord. Donc l'autre question, c'était donc une question de François Leland, qui est directeur général de Tricel France. Les attentes de Sébastien Baracan vis-à-vis des autres fabricants. Est-ce que c'est des attentes sous la même forme, demi-journée de présentation d'animation ou version allégée, simple publication des résultats des campagnes de suivi qui ont déjà été entreprises? Voilà, quelles seraient vos attentes pour les autres fabricants? Bon, j'ai pas vraiment réfléchi. Nous, on a des attentes vraiment d'ordre général. Hein, il faut que aussi le SPANC reste à sa place. Donc aujourd'hui, j'ai fait le déplacement, mais c'est vraiment aux frais de la société Eloi Water et non pas aux frais de l'argent public. Donc, pour répondre vraiment à la question, on attend quelque chose de similaire, surtout qu'il y ait une réponse terrain et qu'on puisse éventuellement se déplacer sur une installation avec les responsables des industries, enfin, les représentants de l'industrie fabricante. Oui, allez-y, je vous en prie. Si vous me permettez, je vais rajouter aussi une précision, c'est qu'en tant qu'industriel, on a tous des retours, des informations de nos installations, puisque avant de les commercialiser, elles ont été testées, certes dans les entreprises, mais également sur le terrain. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les acteurs de terrain, c'est pas une compilation des données que nous, on a pu disposer dans différents pays. Je vois Eloi, qui est une société belge, dispose d'une multitude de suivis. Mais de ce que j'ai perçu, en tout cas, sur la présentation des démarches, c'est que les techniciens veulent constater par eux-mêmes le jour J. Et c'est un petit peu ça, c'est qu'à chaque suivi, à chaque demi-journée, c'est la découverte, puisque la convention nous astreint à ne pas nous déplacer sur cette installation sans avoir prévenu le SPANC ou l'usager, donc ne pas être passé 4 jours, 5 jours avant. Donc, ne pas dire que c'est la surprise à chaque fois, mais on peut très bien arriver, et on a eu sur une installation pilote un dysfonctionnement le jour J. Donc après, le but c'est de l'expliquer. Donc je crois que c'est plus dans cette démarche. Effectivement, M. Baracan le disait, donc il souhaiterait qu'il y ait d'autres industriels qui puissent entamer ce genre de démarche pour pouvoir ensuite comparer. Par contre, ne pas arriver avec une littérature de données de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui ont été faites dans d'autres pays, mais plutôt mettre en place une démarche et de suivre régulièrement. Est-ce que c'est tous les ans, est-ce que c'est tous les 6 mois? Nous, on a fait ce choix sur 1 an, mais après, pourquoi pas le faire de manière plus soutenue, hein. Alors, les questions affluent. Donc, des questions pour M. Borel. Une question de Fabrice Ledanois, qui est technicien SATES au Conseil général de la Manche. Les stations pilotes sont-elles toutes suivies par un contrat d'entretien Eloi? Donc ça, c'est une bonne question. Non. Les stations pilotes n'ont pas obligation d'avoir un contrat d'entretien. Contrat d'entretien, là aussi, c'est un sujet d'actualité. On ne va pas se voiler la face. Très peu d'usagers aujourd'hui souscrivent un contrat d'entretien, puisqu'il n'est pas rendu obligatoire.
Donc, à ma connaissance, je crois même qu'aucune station suivie a un contrat d'entretien. Par contre, j'ai envie de dire que ça serait un petit peu dommage de coupler un contrat d'entretien et un suivi in situ, puisque cette visite annuelle que l'on effectue, non pas avec un technicien, mais une quinzaine de techniciens, c'est un peu un contrat d'entretien. Alors, certes, moins poussé, mais où on va quand même regarder les principaux critères. Et d'ailleurs, c'est la seule compensation, comme disait M. Baracan, que l'on peut offrir à l'usager. C'est-à-dire que la contrepartie que l'usager s'inscrit dans cette démarche, il peut être assuré d'avoir une fois par an des techniciens qui vont diagnostiquer, checker son installation. Et la compensation qui est offerte pour le dérangement, c'est que le remplacement des pièces d'usure est pris à la charge de la société tant que la convention est d'actualité. C'est une convention qui a une durée de 3 ans, mais avec l'objectif, bien sûr, de la renouveler. Merci pour votre réponse. Une question à présent de Simon Dier, toujours pour vous, Monsieur Borel. Donc, Simon Dier est technicien SPANC à la communauté de communes de canton de Tiberville. Il demande pourquoi une seule installation par département. C'est une question qui revient un petit peu. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vous le disais, c'est une démarche qui se veut être modeste. On n'a pas la prétention d'avoir fait quelque chose de très poussé, mais par rapport à des raisons de moyens. Déjà, il faut des moyens humains pour pouvoir assurer cette mission-là. Il faut aussi trouver les volontaires. Je vous disais, une fois qu'on a les volontaires, il faut s'assurer qu'ils rentrent bien dans le cadre de l'installation que l'on veut suivre. Et puis, avoir plusieurs installations, 3 oxyfixes dans un même département, on va avoir du mal à convoquer 3 fois à des endroits différents tous les techniciens. Parce que, souvenez-vous de ma présentation sur l'objectif, il y a certes évalué le fonctionnement, mais il y a aussi participé à cette journée d'animation et d'amener des réponses techniques aux techniciens en disant, voyez, soyez vigilants lorsque vous contrôlez tel point, vous pouvez vérifier la circulation de telle façon. Donc, je pense que c'est pour cette somme d'aspects, moyens humains, le coût, mais aussi l'aspect pratique, on a souhaité mettre un produit par département. Je dis bien un produit, puisque dans les perspectives où on a cette volonté de mettre en place le XPERCO, là, on va repartir également sur une installation par département. Donc, on sera amené à avoir 2 installations, on va dire Éloie par département, mais 2 procédés différents. Des questions à présent sur les résultats, les conclusions de votre démarche. Une première question d'Isabelle Bellin, journaliste. Quelles sont vos conclusions actuelles sur les performances mesurées sur le terrain en comparaison avec les performances données dans l'agrément? Je ne sais pas si, j'ai envie de dire, chacun fera sa propre interprétation, mais en tout cas parce que les données que l'on a, les données qui apparaissent sur le guide d'utilisation ne sont pas des rejets en DBO, des COMES, mais on a notamment ce paramètre sur l'accumulation de la hauteur de boue. Je vous dirais que c'est le premier critère, en tout cas, que les SPANC regardent, puisqu'on a des incohérences entre ce qui est mentionné dans les guides et la réalité. Je crois que ça ne touche pas qu'Eloi Water, ça touche l'ensemble des industriels. On a eu en fait 2 types de publics. On a eu des SPANC accès technique qui de suite nous ont dit je ne comprends pas comment avec des volumes de 3 mètres cubes de pré-traitement pour ce qui est de notre produit par exemple, on peut avoir des vidanges indiquées à 6 mois, 8 mois, 9 mois, alors que sur des systèmes type Fostuzzo d'un même volume, on annonce a priori des retours sur 4 ans. Donc ces gens-là de suite, c'est eux qui ont été volontaires dans la démarche en disant il faut qu'on voit qui dit vrai, ou du moins qu'on essaye de comprendre pourquoi ces données diffèrent. Vous voyez, on parle de 30-36 mois au jour d'aujourd'hui en retour, alors que le guide mentionne moins d'une année, c'est quand même pas la même chose. Et aujourd'hui, dire à un particulier, vous devez, du moins, vous devez, mais le guide mentionne une vidange tous les 10 mois, alors que la réalité de terrain va plutôt être à 30 mois. Je comprends qu'un SPAN qui a cette casquette de conseiller peut être embêté. Donc,
En tout cas, sur ce point-là, il y a des choses qui ne correspondent pas. Est-ce que le suivi in situ aidera à réviser la procédure d'agrément? Je ne sais pas. En tout cas, nous, ce que l'on dit, c'est que, c'était le titre d'ailleurs de cette conférence, c'est un bon complément, c'est le complément idéal à la procédure d'agrément qui, à mon sens, aujourd'hui, devrait être révisée. Merci. Toujours des questions donc, sur les résultats. Émilie Fospré, qui est technicienne au CG, donc Conseil général de l'Eure-et-Loire. Bonjour, est-il possible d'avoir les résultats pour chaque installation en fonction du nombre d'habitants et non une moyenne? Est-ce que c'est des données que vous communiquez? On ne s'est pas effectivement encore posé la question de la restitution. Alors aujourd'hui, en termes de restitution, le SPANC qui a accueilli le suivi in situ, lui, quelle est sa contrepartie? Il dispose une fois par an de la synthèse nationale, c'est-à-dire que, comme M. Barakan ici présent, en fin d'année, il va disposer de la synthèse des 12 installations pilotes pour pouvoir comparer si l'installation pilote de l'Ain s'inscrit dans la moyenne des autres installations de France. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait décidé. Maintenant, communiquer installation par installation, je dirais au grand public, ça n'a pas encore été évoqué. Là encore, aujourd'hui, je souhaitais vraiment vous présenter la mise en place de la démarche. La partie résultat, à mon sens, c'est encore un petit peu juste pour en tirer des conclusions. Du moins, je pense qu'on a besoin d'avoir 4 années pour commencer avec un panel d'installations un peu plus conséquent, pour commencer à affirmer des choses. Simon Dière, qui, je le rappelle, est technicien SPANC à la communauté de communes de canton de Tiberville, vous pose la question suivante. Avez-vous prévu à long terme une double lecture des résultats d'analyse par vos services et par un organisme indépendant? Oui, c'est prévu, et même peut-être plus à court moyen terme que long terme. Là encore, on a cette volonté de professionnaliser la démarche et on a des contacts avec des organismes scientifiques reconnus pour nous redéfinir un protocole, voire peut-être nous aider ou nous faire l'interprétation des résultats. Effectivement, ça c'est dans les tuyaux, si je peux ainsi dire. Puisqu'on a conscience de toute façon, on devra encore se professionnaliser de plus en plus si on veut donner encore plus de sens à cette démarche. Une question d'Isabelle Belin, journaliste. Quelles sont les autres démarches de suivi in situ mises en œuvre en France? Et là, donc, moi, j'ai envie justement d'élargir un peu cette question. Quel est votre positionnement par rapport à ces autres démarches, puisque je crois qu'il en existe, hein, notamment engagées par des conseils généraux, avec des partenariats avec l'RTA? Alors, bon, là, je ne connais pas par cœur toutes les démarches de suivi in situ engagées sur la France. Il y a effectivement la démarche de suivi in situ par des conseils généraux. Je sais que notamment en Rhône-Alpes, on parlait du programme Saphir. Donc, ce sont des suivis in situ mis en collaboration avec IRSTA. Je sais également qu'il y a une politique de suivi in situ sur la Bretagne. J'en discutais encore avec Gaël Lequelennec avant-hier du CG22. Maintenant, vous dire quelles sont un peu les modalités, est-ce que c'est du prélèvement ponctuel, 24 heures? Je crois que Mme Lequelennec me confirmait qu'eux étaient partis sur du prélèvement 24 heures. Par contre, je crois que dans d'autres, on était sur du ponctuel. Est-ce que les associations de SPANC, qui sont de plus en plus présentes, ont engagé aussi des démarches internes ou une démarche un petit peu régionale pour justement disposer de connaissances pour pouvoir échanger? Parce que je crois que tout le dilemme est là, c'est qu'aujourd'hui, un technicien qui est à la base une personne technique devient de plus en plus une personne administrative. Du moins, doit conseiller des usagers, doit se faire sa propre opinion à partir de documents administratifs. Et c'est là où on voit la difficulté, c'est qu'on a besoin d'aller chercher de l'information terrain. Donc chacun s'organise un petit peu de son côté. Maintenant, il est clair que si on pouvait avoir une démarche cadrée par la réglementation, ça simplifierait la tâche.
je dirais pour tout le monde, hein, que ce soit un usager, que ce soit un SPAN, mais croyez-moi que ce soit aussi pour les industriels. Hein. Merci. Je pose du coup la question maintenant à Monsieur Baracan. Est-ce que sur le territoire, votre territoire, il y a d'autres, vous avez connaissance d'autres démarches de suivi in situ voilà, est-ce que vous êtes en contact avec des acteurs qui sont également impliqués dans cette démarche-là ou... Non, pas du tout. Je n'ai pas été ni contacté ni informé de démarches similaires. C'est pour cela que dans la présentation, dans mon témoignage, j'ai rapidement évoqué un souhait, mais qui certes pas facile à mettre en place, mais sur le principe, on apprécie bien sûr les visites terrain appuyées des représentants des industriels. Merci. Nous avons une question de Barbara Morin, qui n'est malheureusement pas dans ma liste, donc je ne vais pas pouvoir vous préciser la fonction. Bonjour, comment fonctionnent ces mêmes installations à l'étranger? Si installation à l'étranger y a-t-il des problèmes liés au climat? Donc là, on déborde du sujet suivi in situ ou pas? Non, du tout, puisque c'est vrai, j'aurais dû vous préciser, couverture homogène de la France, mais quand je dis France, y compris DOM-TOM, hein, lorsqu'on parle des départements. On a aussi cette volonté de le mettre en place sur les DOM-TOM. D'ailleurs, on est en phase d'identifier un SPAN qui a une installation sur La Réunion. Parce que ce sont exactement les mêmes problématiques que nous, hein, la même réglementation, les mêmes arrêtés, et ils n'ont pas plus de retour terrain, je dirais, en Outre-mer que sur la métropole. Alors après, en termes de fonctionnement, là on sort un petit peu du contexte suivi in situ, le fonctionnement est identique, la consommation d'eau est plus ou moins équivalente. Bon, pour ce qui est ensuite des températures, sans rentrer trop en détail, mais vous avez effectivement une température de l'air insufflé qui peut être différente, donc une résistance des matériaux qui peut être adaptée. Et sinon, dans la démarche, elle sera vraiment identique avec un SPANC, un usager, une convention juridique, une journée d'animation avec l'ensemble des acteurs de ce département et un suivi régulier. Donc aujourd'hui, pas de suivi in situ dans les DOM-TOM? Pas de suivi in situ dans les DOM-TOM avec cette démarche-là de manière officielle. Il y a des installations qui sont suivies puisqu'il y avait eu cette demande, souvent très localisées, mais pas sous le contrat, sous cette méthode que je vous ai présentée. Pour l'instant, on est dans la phase d'identification. D'accord. Une question de Anne Citerio, chargée de projet milieu naturel au syndicat mixte du Moyen-Rhône. Question donc à Sébastien Baracan. Est-ce que donc toute cette expérience vous incite à mettre en place une démarche équivalente à Saphir? Alors je ne connais pas Saphir, SAFIR, c'est un acronyme. Donc à savoir un suivi générique, quel que soit le fabricant. Alors, oui, donc la démarche de suivi, donc c'est pas le SPAN qui l'a mise en place. Donc pour répondre à la question, il faut peut-être des précisions. Qu'est-ce que vous appelez à mettre en place? Nous sommes ouverts à toute proposition, mais bon, dans les limites de nos disponibilités, bien sûr. Donc je renouvelle encore tout à l'heure ce que j'ai dit. On souhaite que ça se généralise sur d'autres, enfin vers d'autres industriels. C'est vraiment pour garder, pour perfectionner de manière générale dans tous ces systèmes agréés. Anne Citerio précise, le Saphir, c'est le suivi in situ porté et réalisé par le Conseil général du Rhône. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas vous concerné par vous n'êtes pas impliqué dans cette démarche-là. Non, nous n'avons pas été impliqués dans cette démarche-là. Les SPANC essayent de se tenir, de surveiller l'actualité de tous les acteurs de l'ANC. C'est un petit peu difficile quand on cumule les visites terrain, même responsables, on continue à contrôler les installations, et heureusement, puisque c'est vraiment la base de notre métier. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu d'autres sollicitations à ce sujet. On avait été contacté. Allez-y.
Oui, je disais, donc par rapport au programme Saphir, on avait eu des échanges donc avec Natacha Portier du Conseil général du Rhône qui porte ce projet-là et Catherine Boutin et Vivien Dubois donc d'Irestea. Donc dans le cadre du programme Saphir, qui est quelque chose de vraiment très indépendant propre au Conseil général, je sais que dans ce programme il y a un suivi d'installation et loi. Par contre, nous industriels, on n'a pas connaissance des résultats, de quelle installation est suivie. Par contre, on avait ce souhait, du moins dans notre rapprochement avec Irestea, de travailler ensemble, puisque Irestea était à la recherche d'installations pour faire de la caractérisation des flux entrants, alors que nous, on était plus sur une recherche d'information, d'accumulation de la hauteur de boue, voire de la qualité du rejet. Donc, la réflexion était de dire pourquoi pas bénéficier de la même installation pilote et de permettre à Irestea de faire ses investigations de terrain. À la différence que le protocole Irestea est beaucoup plus scientifique, professionnel, et que dans leur cas, ils avaient besoin d'installer un bac, une citerne de rétention en amont de la filière pour pouvoir avoir une garde d'eau des flux entrants avec un agitateur, avec des prélèvements 24 heures, qui sont des campagnes de 2 fois 7 jours dans l'année. Donc vous imaginez que le samedi, le dimanche, l'usager aura une visite d'un ingénieur, un technicien Irestea, et ça a été un frein, c'est-à-dire que lorsque nous, on avait identifié notre usager, on proposait la démarche Irestea pour essayer de leur faire bénéficier de cet usager. La réponse était le plus souvent, enfin même catégorique, les gens nous ont dit non, je ne suis pas, tant vous voir une fois par an sur une heure et quart sur ma propriété, ça ne me dérange pas. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce côté avec des préleveurs, avec des ouvrages encore annexes à l'installation, freinait les gens, et par conséquent, on n'a pas pu faire bénéficier de nos installations à Irestea. Peut-être qu'un jour on en aura une. En tout cas, aujourd'hui, on ne trouve pas l'usager soucieux de s'engager, je dirais, jusque-là dans cette démarche. D'accord, merci pour ce complément qui est intéressant. Je n'ai pour le moment plus de questions en ligne, mais on a encore un petit peu de temps devant nous, donc voilà, je laisse. Ah voilà, alors, ce n'est pas une question qui vient d'apparaître à l'écran, mais plutôt donc une information d'Anne Citerio, donc qui nous donne le lien sur la démarche Saphir. Merci Anne. Donc je relais à tout le monde. Donc, comme je le disais, je vous laisse encore une minute pour des dernières questions. Le mieux fait d'attendre puisque nous avons une nouvelle question. Une question de François Leland, donc directeur général de Trixel. Les analyses des autres paramètres, azotés, etc., donc phosphorés j'imagine, sont-elles également communiquées aux acteurs techniques ou est-ce que c'est uniquement les matières en suspension, la DBO, la DCO? Est-ce que voilà, tous les paramètres sont communiqués ou il y en a certains qui sont... Il n'y a pas de... Il y a vraiment, je crois, s'il y a une chose à retenir de Suivi in situ, en tout cas nous chez Eloi, je crois que c'est les valeurs en tout cas de la société, c'est de l'honnêteté et la transparence. Donc toutes les valeurs sont communiquées dans les comptes rendus, dans les graphiques. Je sais que François connaît très bien la société, donc il me croira sur parole. Non, tous les valeurs, nitrate, ammoniac, phosphore, pH, température, même y compris la météo du jour, on la communique sans aucun problème. Bon, bah écoutez, on va conclure sur cette dernière question. Je remercie l'ensemble des participants et bien sûr nos intervenants pour cet échange, cette présentation donc, qui a été particulièrement intéressante. Avant de nous quitter, je vous invite, vous, à distance, à remplir le questionnaire de satisfaction qui apparaît à l'écran. Ça vous prend quelques secondes et donc je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin de valider, il n'y a aucun bouton de validation, vous cochez vos réponses et puis quand vous avez fini, vous fermez la fenêtre. Je vous dis à très bientôt donc aux assises dans un mois et donc d'ici là, très bonne continuation dans tous vos projets.